Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean Larbé, je suis chercheur contractuel à INRAE, donc sur le site de Toulouse, à l'UMR Agir, et je suis aussi rattaché au CNAM à Paris dans une équipe de recherche en ergonomie. Mes travaux, je les réalise dans le cadre du PEPR agroécologie et numérique qui embarque 13 projets de recherche. Et je les déroule dans le cadre du Living Lab Occitanum. Ma présentation va tourner autour de 3 thèmes et pas beaucoup de diapos. D'abord une réflexion sur d'où ça sort ces affaires de technologie numérique, pourquoi il y a des choses qui se passent, il y a des intérêts qui se portent. Ensuite sur un deuxième temps, l'évaluation sociale et technologie, c'est-à-dire comment on peut renseigner les effets que produisent les technologies. Et puis la troisième partie qui sera un cas concret qui sort d'une étude qu'on a réalisée dans le cadre d'Occitanum dans l'Open Lab Arboriculture en Tarn-et-Garonne. Il me semble important aussi de replacer pourquoi on parle de toutes ces technologies numériques et comment un peu elles sont vues dans différents champs disciplinaires. Ce qui part comme point de base, alors c'est une grille de lecture de pourquoi on cause technologie, c'est une grille de lecture qui est tout à fait discutable. Un point de départ, c'est les limites que montre le modèle d'agriculture conventionnelle, donc basé sur la mécanisation, de la chimie, des énergies fossiles, de la monoculture, des systèmes alimentaires qui sont mondialisés, qui était longtemps considéré comme une solution et qui a montré des limites sur les 3 piliers, c'est-à-dire les limites économiques, des limites environnementales et des limites sociales. Comment on peut imaginer proposer des alternatives. L'agroécologie embarque différentes façons de produire et de consommer les aliments. Moi ici je l'entends comme assimilé à l'agriculture durable. On pourrait discuter de si c'est pareil ou pas pareil, mais l'idée c'est de pouvoir proposer un modèle alternatif qui réconcilie les 3 piliers donc, de l'agriculture durable, donc économique, environnementale et sociale. Donc vous verrez que ces 3 piliers guident un peu mon discours sur l'ensemble des diapos. Donc il y a l'idée de vouloir transitionner d'un point A à un point B. Le point A, on le connaît à peu près. Le point B, il est flou, même s'il y a quelques caractéristiques. Et la question, c'est de savoir comment on peut faire ça. Alors, il existe de nombreux leviers pour réaliser cette transition. On peut penser à des leviers agronomiques, d'association de culture par exemple. On peut penser à des leviers génétiques. On peut penser à des leviers de politique publique, des leviers financiers, d'incitation ou de sanctions pour engager l'ensemble des acteurs dans la transition. Un des leviers qui est mis en valeur, c'est bien entendu les technologies numériques. On va quand même y arriver. Et quand je dis que c'est un levier qui est identifié comme prometteur, c'est à la fois par tout un tas de disciplines qui publient des kilomètres d'articles en disant mais les technologies vont nous aider à faire la transition. Ça c'est le premier point. Et puis ça se traduit aussi dans des politiques institutionnelles ou des programmes de recherche, puisqu'il y a tout un tas de programmes qui explosent autour de la rencontre entre numérique et agroécologie, de façon large. Il y a tout un tas de projets, notamment de recherche, qui se développent à vitesse grand V avec des enveloppes de financement. Le problème de ces technologies numériques, alors il y a peut-être, à mon sens, deux questionnements. Le premier, c'est que les impacts sociaux, donc ce que j'entends par sociaux, c'est les impacts sur les êtres humains, hommes, femmes, de la production, donc agriculteurs bien entendu, à l'échelle de la ferme, jusqu'au bout de la chaîne, le consommateur, donc avec souvent des expressions de la fourche à la fourchette, qui englobent généralement les 4 grandes étapes de la production, de la transformation, la distribution et la consommation. Donc c'est l'ensemble de cette chaîne-là. Et souvent les effets sociaux, ils ont tendance à être soit oubliés, soit négligés, par exemple au profit d'une centration sur les effets environnementaux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais bien considérer qu'il y a toujours ces 3 piliers qui doivent se réconcilier ou être harmonisés. Et si un des 3 piliers est occulté, ça risque de ne pas fonctionner.
Le deuxième problème, cette technologie numérique, c'est qu'il y a souvent une centralisation sur les aspects positifs, hein, avec là aussi, on le voit arriver, et c'est largement débattu dans la littérature, sur des biais technosolutionnistes, en considérant que les technologies numériques nous aideront sans pouvoir le discuter, en considérant que oui, ça va nous aider, et donc il faut développer, il faut créer, il faut étudier, mais il y a aussi déjà une question de base, c'est de savoir est-ce que ça va nous permettre de faire cette transformation. Évidemment, la question elle est probablement un peu oui, un peu non, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par technologie? Alors, il y a déjà eu des exemples très concrets ce matin dans les présentations. Souvent, on parle dans la littérature au moins de dispositifs, donc des logiciels, des matériels, des équipements qui font pour les 4 cases à droite en haut, de l'acquisition de données, du transfert, du stockage, du traitement et de l'analyse, plus ou moins automatiquement, plus ou moins répartis avec de l'intervention d'un homme ou d'une femme. Et puis en agriculture, on inclut aussi, donc pour la brique du haut, ça renvoie principalement aux technologies de l'information et de la communication. Et se rajoutent évidemment en agriculture les technologies qui permettent d'intervenir, c'est-à-dire de faire quelque chose directement dans les parcelles. Ici, quelques exemples, on en a déjà parlé ce matin, sachant que ce qu'on appelle par technologie numérique ou agriculture numérique, c'est aussi à débat, c'est-à-dire que les frontières sont mouvantes, est-ce que c'est numérique, est-ce que ça n'en est pas, est-ce que ça englobe, est-ce que ça englobe pas. Il y a des débats, comme il y a des débats sur comment on peut classifier ces différentes technologies. Il existe des kilomètres de classification par filière, par ce que ça fait, par type, c'est un logiciel ou c'est une machine. Voilà. Mais bref, dans ce paysage-là, quelques exemples qui sont être exhaustifs, vous l'avez compris, autour de tout ce qui est système de géolocalisation, de tout ce qui va être capteur, embarqué sur les animaux, à la parcelle, sur machine. Donc ici, quelques exemples que vous reconnaîtrez probablement autour de la météo, de l'irrigation et puis de l'humidité des sols. Tout ce qui va être système satellite qui sert derrière à produire des cartes. Ici, on a un exemple de carte de rendement. Souvent, ces technologies envoient de la donnée sur des systèmes type téléphone, ordinateur qui permettent soit de recevoir la donnée, soit de la traiter, soit de générer une action pour des choses qui se commandent à distance. Et puis enfin, pour un dernier gros paquet de technologies qui, elles, font des interventions vraiment dans les champs. Donc ici, quelques exemples, avec ici un robot qui aide à la mise en place des chèvres lors de la traite, un robot en maraîchage et puis un dispositif de pulvérisation. Donc toutes ces technologies voilà, qui sont jugées prometteuses pour enclencher une transition, il faut bien renseigner ce qu'elles produisent concrètement. Donc on a eu déjà des exemples ce matin de comment on peut les étudier. Vous avez bien compris qu'il faut regarder évidemment les effets sur les 3 piliers et que moi je vais vous parler que d'un seul pilier, à savoir les individus, les êtres humains, la dimension donc sociale. Donc qu'est-ce qu'on entend par évaluation sociale? Bon, je l'ai mis entre guillemets parce que je ne suis pas très fan du terme, mais c'est un terme qui est repris par la littérature et par certains acteurs du domaine. Et donc qui vise à s'intéresser globalement à ce qu'on appellerait l'adoption technologique ou l'acceptabilité technologique. Généralement, quand on s'intéresse à ces questions, on regarde au moins 2 choses qui ne sont pas facilement séparables ou du moins qui se recoupent. J'ai essayé de le symboliser sur le schéma. D'une part, on va parler des facteurs d'acceptabilité, c'est-à-dire quelles seraient les raisons qui feraient que les gens s'équiperaient. Donc moi, mon travail, il se centre vraiment sur les agriculteurs au niveau de la ferme. Hein. On pourrait se poser ces questions-là pour d'autres acteurs de la filière, évidemment. Donc c'est qu'est-ce qui va faire que des gens qui ont soit pas été confrontés directement à la technologie, qui l'ont vu, qui en ont entendu parler, qui ont lu des choses ou qui ont commencé à l'utiliser dans les premières phases de l'adoption, on va dire. Voilà, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont continuer, pas continuer, renforcer. Donc là, c'est tout ce qui va concerner les facteurs d'acceptabilité qui est mentionné ce matin par facteur d'adoption, frein à l'adoption. On peut parler de facteurs positifs, négatifs. Bon, c'est toujours la même chose. Hein, ça renvoie à pourquoi les gens utilisent ou n'utilisent pas.
Et puis le deuxième point qui est lié évidemment, ce sont les effets de l'usage des technologies. Vous voyez bien que les deux peuvent se faire écho facilement, voire être parfois très similaires, voire confondus. Typiquement, j'utilise parce que je pense que ça va être utile pour gagner du temps. Et puis quand j'utilise, je vois bien que je gagne du temps. Voilà. Par contre, on n'a pas toujours une corrélation forte et une symétrie, une similarité forte entre ces deux pans-là. Donc je les distingue, même si vous voyez qu'il y a au milieu donc, le cercle où il y a des points communs. Quand on regarde l'adoption, au moins dans les cadres que je mobilise, il y a 1000 façons de regarder l'adoption de technologie, ça c'est évident. Ce qui me semble important de considérer, c'est... alors on pourrait parler de 3 étapes, mais vu qu'elles sont en cycle, tout ce qui va être d'abord lié à la conception, soit la conception de la technologie, soit de la conception de la situation dans laquelle on va rentrer la technologie. Donc typiquement, un agriculteur qui va s'équiper, il ne va pas concevoir la technologie. Ça sera plus d'autres acteurs. Par contre, lui, il peut commencer à penser comment on va l'utiliser, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça pourrait faire de plus, de moins, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il ne me faut pas, à quoi je vais m'exposer, est-ce que je vais avoir des problèmes, pas de problèmes. Voilà, donc de concevoir un peu le futur usage. Il y a une deuxième phase d'implantation, donc qui correspond, on va dire, au premier début d'usage. Et puis l'usage qui serait plus quelque chose par rapport à l'implantation sur du long terme. Donc un usage plus ou moins régulier et plus ou moins ancré dans le temps. Donc l'adoption, il s'agit bien de la regarder à ces 3 niveaux. Et évidemment, ce sont des 3 niveaux qui se nourrissent mutuellement et qui s'influencent. Si par exemple dans la conception, on n'a pas la fonction, je ne sais pas moi, avoir telle information sur le sol, forcément dans l'usage, on n'aura pas cette fonctionnalité qui, si elle est recherchée, sera probablement un frein à l'adoption. Quand on regarde l'adoption, souvent on le regarde avec quatre clés, on va dire, une grille de lecture en 4 points. Déjà, c'est de voir que la personne qui va utiliser, c'est un acteur, c'est-à-dire que c'est pas un récepteur à technologie qui va juste dire je prends pas, subir un peu l'usage. Ça a été déjà mentionné dans les présentations précédentes, des détournements, des usages qui n'étaient pas prévus, qui vont se créer, des agriculteurs qui vont transformer les technologies, bref, qui sont acteurs, ils ne sont pas juste récepteurs à technologie, oui, non, ils sont acteurs dans leur processus d'adoption. Le deuxième point, c'est de considérer que l'adoption, elle est située, c'est-à-dire que ça va être vraiment des technologies pour des situations particulières, que ce soit des caractéristiques de l'exploitation, des tâches bien particulières, des profils d'agriculteurs ou d'ouvriers bien particuliers. C'est-à-dire que l'adoption, on ne peut pas dire qu'une technologie, elle s'ancre, quoi. Elle ne peut pas être adoptée ou pas adoptée hors du contexte. Le troisième point, c'est de considérer qu'il y a une approche système, c'est-à-dire de regarder un peu large, mais ça j'y reviendrai. Et puis le dernier point, c'est un processus dynamique donc qui se concrétise, j'imagine, dans des choses auxquelles vous êtes confrontés, typiquement des gens qui s'équipent et qui après n'utilisent pas ou finalement se désabonnent ou suppriment ou revendent leur matériel. Donc l'adoption, elle est toujours dynamique. Elle peut se renforcer, elle peut disparaître, elle peut évoluer, mais c'est toujours un processus dynamique qui va évoluer aussi avec des contextes externes du domaine agricole, avec des projets au niveau de la ferme. Bref, c'est toujours en mouvement, on va dire. Comment on peut regarder quand on parle d'évaluation sociale? Donc là, j'ai donné quelques cadres, mais qu'est-ce qu'on va regarder concrètement et qu'est-ce qu'on peut essayer de regarder? Alors, une des choses déjà à noter, c'est qu'il n'y a pas de cadre vraiment bien établi dans la littérature qui dirait il faut regarder l'évaluation sociale des technologies, voilà ce qu'il faut regarder, voilà comment on va la regarder. Il y a des bouts qui sont utilisés dans d'autres secteurs d'activité que l'agriculture. Donc ça ne part pas de rien, mais il n'y a pas de cadre stabilisé qui fait consensus, on va dire. Ce qui, par exemple, est un peu moins le cas pour les effets sur l'environnement, où il y a plus de méthodologies bien établies, de recettes, entre guillemets, stabilisées, qui permettent d'évaluer l'effet de l'usage des technologies. Ici, moi, je vous propose 2 points qui pourraient être regardés, qui pourraient être peut-être des choses à avoir en tête quand
quand voilà, vous vous mobilisez sur différents projets, c'est de regarder au moins deux indicateurs ou deux grosses catégories. Donc ça en fait que deux, c'est assez simple. D'une part, c'est la santé de l'agriculteur. Alors par santé, j'avais listé ici voilà, les 4 dimensions. Et c'est bien s'intéresser à ces 4 dimensions, à la fois biologiques. Donc l'homme, c'est des muscles, c'est des nerfs, c'est des douleurs. Donc ça fait par exemple écho à tout ce qui a été mentionné tout à l'heure sur l'autoguidage, moins de risque de TMS, moins de confort si on n'a pas moins de maintien posturaux prolongés. Bref, c'est voir l'homme un peu comme transformation d'énergie avec des muscles. Il y a un volet cognitif, donc ça renvoie à tout le traitement de l'information. C'est voir un peu l'homme comme un ordinateur qui doit traiter des données et prendre des décisions. Donc ça fait forcément écho à tout un tas de technologies qui envoient des informations qui peuvent être trop volumineuses ou incompréhensibles ou comprises différemment. Bref, ça renvoie à ce volet-là, on va dire, de l'être humain. Le troisième volet, c'est la dimension sociale, puisque l'agriculteur, au niveau de sa ferme, il est jamais tout seul, il est toujours embarqué avec des partenaires, des collègues. Et d'essayer de considérer que l'usage de ces technologies va pouvoir transformer ces relations-là. Typiquement, j'ai un nouveau système, maintenant j'interagis plus avec mon conseiller, imaginons, ou moins, ou j'interagis avec des collègues de la coopérative ou des collègues du village. Donc ils vont venir transformer ces relations dans toute leur complexité, mais voilà, d'avoir à l'idée que l'introduction de ces technologies peuvent rebattre ces cartes. Ça peut être des transformations là, très concrètes à l'échelle de la ferme, ne serait-ce que sur qui va faire la tâche avec la technologie ou pas. Est-ce que c'est toujours la même personne qui l'a fait? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne-là va gagner en pouvoir ou perdre en pouvoir? Bref, toutes ces questions-là autour des échanges entre les individus. Et puis le dernier volet, c'est psychique. Bon, c'est un mot barbare, mais ça renvoie aux valeurs, au sens du travail. Donc là, ça englobe toutes les discussions autour de est-ce qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui a les bottes propres dans un bureau et qui pilote une armée de robots? Est-ce que ça convient des gens? Est-ce que ça convient pas? Enfin bref, toutes ces questions-là en lien avec les valeurs, le sens du travail. Et puis le deuxième volet, c'est la performance à la ferme, la performance du travail. Donc typiquement de regarder quels sont les effets de l'usage des technologies sur le travail. Est-ce que ça va moins vite, plus vite? Est-ce que je sors plus de qualité dans mes produits, moins de qualité? Est-ce que ça a transformé mes relations avec mes clients? Bref, de regarder un peu les effets, on va dire, performance au niveau de l'entreprise. Et donc pour ce qui concerne mes travaux, au niveau de la ferme. Ici, quelques exemples, je ne rentre pas dans les détails, de ce qu'on pourrait regarder. Voilà, c'est toute la qualité subjective du travail, c'est-à-dire quand on utilise la technologie, est-ce que j'ai l'impression de faire du meilleur travail, du pas meilleur travail? Comment je peux savoir si je fais du meilleur travail, pas du meilleur travail? Je suis plus précis, pas plus précis? J'ai bien planté, j'ai pas bien planté? J'ai bien pulvérisé, j'ai pas bien pulvérisé? Ça renvoie aussi à tout ce qui est connaissances et compétences, évidemment, avec le classique des gens qui n'ont pas les compétences pour utiliser les technologies. Donc ça s'accompagne avec tous les dispositifs autour de formation, de comment l'agriculteur peut s'emparer en termes de connaissances et de compétences de ces technologies-là qui sont parfois complexes. Tout ce qui va être rapport au temps, comment l'usage de la technologie va transformer le lien au temps. Est-ce que je gagne du temps, je gagne pas du temps? Est-ce que ça décale des tâches qu'avant je faisais un moment dans ma journée, maintenant je fais un autre moment? Est-ce que ça m'impose de réaliser des tâches à tel moment alors qu'avant ça ne me l'imposait pas? Bref, tout ce qui va être dans la relation au temps. Et puis donc réseau communauté qui renvoie un peu à cette dimension sociale, comment ça rebat les cartes dans les jeux d'acteurs, les jeux de pouvoir entre les individus, renforcer des communautés par exemple. Voilà, de regarder un peu ces volets-là. Je rentre dans la troisième partie, et ça fait presque 19 minutes que je parle, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on arrive sur la dernière partie. Donc il y a la partie un peu plus concrète, donc autour de comment on a pu, en collaboration avec les acteurs de l'Open Lab Arboriculture d'Occitanum, essayer de proposer un cas d'usage qui sera qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est une façon de regarder donc ce volet d'évaluation sociale
Donc c'était un système d'autoguidage avec caméra lidar, comme ça a été présenté précédemment. Voilà, je ne rentre pas dans la technique, mais grosso modo, moi je le dis avec mes vilains mots de chercheur en SHS, ça fait que le tracteur il va tout droit. Et ce qui est important, oui tout seul, et ce qui est important, c'est que c'était pour une situation de désherbage mécanique. Donc comme vous le voyez sur la photo tout à fait à gauche, il s'agit de piloter l'outil pour désherber et en même temps de piloter le tracteur. Donc sans technologie, il s'agit de gérer les deux, à la fois l'avancement du tracteur, tout droit et comme il faut, et à la fois de réaliser le désherbage mécanique. Donc très rapidement, sur comment on a collecté les données et comment on a essayé de faire ça, alors c'est une étude qui a porté sur un agriculteur, donc on est sur une approche très quali, très de terrain, pour comprendre. C'est aussi lié au cadre de l'étude qui se déroulait dans Occitanum, mais on avait à ce moment-là qu'un agriculteur testeur, donc voilà, on a embarqué là-dessus, ce qui nous va bien parce qu'on est plutôt sur des méthodologies qui prennent du temps. Puisqu'il y a de l'observation, donc aller à la ferme, voir de l'usage avec de l'agriculteur, ce qui est toujours difficile pour planifier ces moments d'observation, parce qu'on sait que c'est plus ou moins planifiable, et de pouvoir s'entretenir avec l'agriculteur quand il l'utilise. Donc il faut parfois se faxer dans des petits tracteurs pour avoir un échange pendant l'usage. Ensuite, il y a une phase, en phase numéro 3, d'entretien, ce que j'appelais hors de l'usage, c'est-à-dire que la personne n'est pas en train d'utiliser dans son tracteur au champ, on est tout simplement au bureau à faire un entretien. Et puis le dernier point qui me paraît important, c'est aussi cette phase de rebouclage, de revenir présenter à l'agriculteur ce qu'on a compris un peu de ce qu'il nous a raconté, et s'il veut modifier, ajouter, supprimer, bref, compléter ce qu'on a pu comprendre de l'étude, dans l'étude. Ça sera ma dernière diapositive. Ici, on a repéré des facteurs d'adoption. Donc en vert, j'ai mis c'est des facteurs qui sont plutôt positifs, c'est-à-dire positifs qui sont favorables à l'adoption de la technologie. En orange, on a des oui et des non, et puis en rouge, des freins. Quelques verbatims ici, donc ça a été aussi mentionné ce matin, c'est-à-dire qu'un des facteurs positifs mentionnés par cet agriculteur, c'est la visibilité de la technologie chez les pairs. Donc vous voyez le verbatim ici extrait de l'entretien, c'est de dire voilà, c'est dans les réseaux, avec les pairs, avec d'autres acteurs du milieu qu'on découvre des technologies, mais machin il s'est lancé, voilà, qui commence qui peut être une porte d'entrée pour faire germer un projet. Le deuxième point qui est remonté pour ce système-là, c'est la facilité d'utilisation. Donc ça, c'est un grand classique sur l'adoption des technologies. Généralement, dans les modèles les ultra simples, on regarde que 2 facteurs, c'est facile et c'est utile, qui permet déjà généralement de répondre à ça va aller ou ça va pas aller. Si ça s'annonce comme c'est pas facile ou comme c'est pas utile, ça risque de pas être adopté. Sur le troisième point, c'est un outil qui est mobilisable immédiatement, parce que là on était sur une problématique de désherbage mécanique, donc les acteurs cherchaient à la base un système pour piloter l'outil qui désherbe, mais voilà, ils ont été confrontés à ce qu'ils ont pu trouver, et donc ils sont partis aller sur l'outil qui contrôle le tracteur, l'outil de désherbage étant toujours actionné par l'agriculteur. Donc cet outil, il est au moins mobilisable, il existe sur le marché comparé à d'autres leviers qui seraient intéressants, mais pas tout de suite. En termes d'adaptation à l'environnement, on a des choses qui sont un peu mitigées. Alors ici, c'est juste un exemple avec la météo. Donc l'agriculteur qui est remonté, voilà, quand il pleut, ça va, la technologie elle n'est pas perturbée. Par contre, s'il y a de la flaque et qu'on a une projection sur la caméra lidar, forcément, ça peut poser problème. Donc parfois, il faut aller nettoyer la caméra. Cet aspect-là d'adaptation à l'environnement, il a largement été aussi remonté sur les affaires de rang rectiligne, pas rectiligne, il y a beaucoup de feuillage, donc la machine ne capte plus le signal, elle est complètement aveugle, elle ne fait plus rien. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là de comment l'environnement dans lequel se situe l'usage va être potentiellement bloquant pour le développement de la technologie. La possibilité d'assister d'autres activités, donc c'est-à-dire aller au-delà de je peux faire une seule tâche de désherbage mécanique, donc cet agriculteur il avait dans la tête de se dire j'équiperai par exemple des plateformes automotrices pour faire des tâches qu'on réalise sur les plateformes et que la plateforme elle puisse avancer toute seule.
L'indépendance de l'activité vis-à-vis de l'outil, alors c'est un nom barbare, j'avais pas trouvé de meilleure formulation, mais c'est la chose simple de se dire qu'est-ce qu'on fait quand ça tombe en panne. Donc ça c'est aussi à mon avis une bonne chose à avoir en tête pour se projeter de qu'est-ce qui va se passer avec le grand classique, ça tombe, non seulement je peux pas faire mon travail, en plus je peux pas réparer, il faut que j'appelle quelqu'un qui est je sais pas où, qui viendra peut-être demain si tout va bien. Bien sûr, là on est sur une technologie qui, quand elle marche pas, on retombe un peu à l'ancien modèle, quoi. Il faut reconduire le tracteur et l'outil, mais en gros on peut faire la tâche. Et puis enfin, le dernier qui a déjà été mentionné précédemment en frein, côté du prix, moi je le présenterai différemment. Je pense qu'il y a une question de prix évidemment, mais ici c'était plus un rapport de coût-bénéfice. C'est-à-dire que pour l'agriculteur qui avait testé la technologie, c'est de se dire au regard de ce que je vois que ça pourrait m'apporter, cette technologie elle est trop chère. Alors qu'elle n'était pas si chère comparée à d'autres technologies, c'est-à-dire que c'est toujours le prix rapporté à ce que ça pourrait rapporter, puisqu'ici pour l'agriculteur c'était principalement un apport de confort. J'aurais pas le tracteur et l'outil à gérer en même temps, j'en aurais qu'un des deux, donc peut-être que je ferais mieux mon désherbage. Et un effet espéré qui était de se dire ça va rendre moins difficile cette tâche de désherbage et je pourrais la déléguer, ce qui peut être très intéressant quand on est chef d'exploitation, d'avoir des tâches délégables et pas des tâches où on est obligé de faire parce qu'on est le seul à faire sur l'exploitation. Et j'en ai fini. Ok, merci beaucoup, merci Jean, on va passer à la suite.